nous sommes ouverts à tout ce qui peut nous aider à aller de l'avant. Je vais commencer par une préoccupation posée par l'honorable député Ousmane Diop sur le taux effectif global. C'est vrai, le taux effectif global est composé de trois composantes qui déterminent véritablement la valeur réelle du coût du crédit. C'est le taux d'intérêt nominal, c'est les frais de dossier, c'est les coûts d'assurance, c'est les frais de notaire, c'est les frais d'acte, comme les gages. Et ce taux ne doit pas dépasser le taux d'usure, qui est de 15% pour le système bancaire classique, mais de 24% pour le secteur de la microfinance. Les banques sont obligées donc de communiquer ces taux à leurs clients. L'Observatoire de la qualité des services financiers est là aussi pour accompagner les clients véritablement à disposer de toutes ces informations-là une fois que le client en a besoin. Donc, les banques doivent effectivement faire ce travail-là. S'ils ne le font pas, c'est un manquement. Et si le manquement nous parvient, en tout cas au niveau de nos services, nous faisons prendre les dispositions pour que ce soit corrigé. L'honorable député Ousmane Diop, toujours, qui posait le point sur la supervision des banques. En tout cas, les banques de l'espace IOMOA sont soumises à une supervision. J'ai bien dit une supervision, parce que c'est le sentiment même que les banques ont effectivement de la situation. Et elles disent que cette supervision elle est contraignante, mais véritablement, au niveau national, nous pouvons dire qu'elle est assurée par la DMC, la Direction de la monnaie et du crédit, qui reçoit les comptes rendus périodiques et qui a des agents assermentés pour faire le travail de contrôle. Et ce contrôle peut se faire aussi bien sur pièce que sur place. Et la Direction de la monnaie et du crédit a à côté de lui, en matière de supervision, sur certains autres aspects, la Direction générale des douanes. Et la Direction générale des douanes surveille surtout véritablement les préoccupations relativement au cadre des infractions contentieuses par rapport aux lois sur l'échange. Au niveau régional, nous avons la commission bancaire qui joue aussi ce rôle-là. Et comme vous le savez, si vous avez l'habitude de discuter avec les banquiers, ils parlent beaucoup de la COBA. La COBA, ce n'est rien d'autre que la commission bancaire, mais qui talonne nos institutions financières pour les amener effectivement à respecter toutes les normes réglementaires que nous avons mises dans notre dispositif interne. Et l'objectif, in fine, c'est de permettre véritablement à ce que le déposant, le client, soit bien sécurisé, bien encadré. C'est véritablement un objectif. Et certainement, nous allons y arriver. Par ailleurs, maintenant, s'il y a des clients qui estiment sur des aspects qu'ils ont besoin d'accompagnement, je l'ai dit tout à l'heure, l'Observatoire de la qualité des services financiers est là pour aussi accompagner. Député Thérèse Faye parlait de procédure d'agrément en qualité des IMF, laquelle procédure dure très souvent assez longtemps. Je puis vous assurer que la durée de traitement d'une demande d'agrément est naturellement de 6 mois. 3 mois au niveau du ministère des Finances, 2 pour apprécier la consistance du dossier, sa conformité, effectivement, tout ce travail de paperasse qu'il faut véritablement assurer. Après la transmission à l'autorité de régulation du secteur, l'autorité monétaire, donc la BCAO, et qui a aussi 2 mois pour faire le travail d'agrément, de vérification, et pour retourner le dossier au ministère des Finances, qui a 1 mois pour préparer tous les actes véritablement qui doivent aboutir à cet agrément. Donc la durée est de 6 mois. Si la durée dépasse cette durée-là, si la demande d'agrément dépasse la durée de 6 mois, c'est une autre préoccupation liée certainement à des problèmes de non-conformité que nous sommes obligés de prendre en charge. Et nous le faisons souvent, pour la plupart des cas, on ne rejette pas. On appelle les acteurs, on discute avec eux, on les accompagne pour leur permettre véritablement de respecter ces exigences. Donc nous pouvions même dépasser de manière beaucoup plus exacerbée souvent ces durées-là, mais parce que nous avons mis en place un dispositif pour accompagner, que nous arrivons souvent à tourner quand même globalement autour de ces 6 mois-là. Et si ça le dépasse, considérez que c'est un dossier carabiné pour lequel on pouvait rejeter, mais si on rejette ça, nous met à l'aise du point de vue du délai. Mais ça retarde véritablement la mise en place de l'institution. Par rapport à la limitation de l'agrément dans l'espace, sur cette question-là, je crois savoir que c'est surtout les institutions
qui, compte tenu peut-être de leurs objectifs, compte tenu de leur taille, compte tenu de leurs moyens, prennent l'option de se limiter dans un espace géographique précis. Mais l'agrément, il est souvent donné pour un exercice sur l'étendue du territoire national. Le député Aosek parlait de financement des PME par la microfinance. Alors, il y a une enquête qui a été menée de manière, en tout cas très récente, ça ne dure pas longtemps, et l'enquête a révélé que 75% des crédits accordés par le secteur de la microfinance va au profit des PME pour un montant de 500 milliards de francs. Bon, mais néanmoins, il faut reconnaître aussi qu'il y a des choses à faire de ce point de vue-là. On peut encore faire mieux. Et je le lis à la préoccupation que certains députés ont posée relativement au soutien à l'économie du secteur financier. Je disais que nous sommes au rendez-vous. Par rapport à l'espace communautaire, je le disais en commission à l'honorable député Tafsir Thioye, nous sommes à un taux supérieur à 30% du PIB en termes de financement. Notre crédit à l'économie qui est de l'ordre de 6 400 milliards. Nous sommes les premiers dans l'espace IOMOA. Quand même, c'est une prouesse sur laquelle il ne faut pas cracher. Et nous disons cependant qu'il y a des efforts à faire, compte tenu notamment des pays d'aspiration, comme disait l'autre la dernière fois, et ces pays-là qui sont à des niveaux de 70%. C'est le Maroc, ce sont les îles Maurice. Donc nous aussi, compte tenu véritablement des plans d'action que nous comptons mettre en œuvre, nous estimons qu'il y a une marge de manœuvre à capter et nous allons vers véritablement la rentabilisation de ces marges de manœuvre qui s'offrent en tout cas au soutien, aux possibilités de soutien au secteur économique du Sénégal. Peut-être que si nous arrivons à dérouler cela, nous serons dans les prochaines années autour de 40% et progressivement monter pour rejoindre ces pays-là. L'honorable Ismaël Diallo parlait du paiement des pensions de retraite à Guinguinéo. Alors, le paiement des pensions de retraite dans les zones sans structure bancaire et de services financiers décentralisés implique effectivement le déplacement des bénéficiaires vers les guichets du Trésor public d'implantation. En tout cas, pour les personnes d'un âge avancé ou souffrant de maladies, cela peut constituer des soucis. C'est pourquoi aujourd'hui, il est possible de faire des procurations dûment validées. Les services compétents du ministère des Finances sont en train de travailler aussi pour qu'on arrive à une digitalisation qui nous permette, en relation avec toutes les structures FinTech qui existent, véritablement de pouvoir avoir des processus qui nous permettent de déposer l'argent de ces pensionnaires-là directement dans leur compte Orange Money, Wave ou plus tard d'autres institutions, d'autres instruments que le Trésor, sur lesquels le Trésor est en train de travailler. Donc nous en sommes conscients, des efforts sont en train d'être faits et à terme nous arriverons véritablement à régler définitivement cette préoccupation-là. L'honorable Badara Diouf parlait de la finance islamique. Je puis vous dire que la réglementation concernant la finance islamique a connu des évolutions significatives ces dernières années, à travers des instructions et des instruments tels que Promise, l'honorable député en parlait, mais aussi la haute autorité du WACF. Donc l'écosystème de la finance islamique est à date riche d'une banque, la Banque islamique du Sénégal, qui véritablement est à fond dans la finance islamique, mais de plusieurs guichets, des branches que nous pouvons retrouver dans certaines banques. Nous pensons à Coris Bank, qui a une branche islamique par exemple, et deux SFD islamiques, à savoir Taïsir et Ar-Rahma, et une société de Takful. Il convient de noter que le dossier d'agrément d'une troisième SFD, à savoir Bouchra Microfinance, toujours lié à la BIS, à la Banque islamique du Sénégal, son dossier d'agrément est assez avancé et que plusieurs sessions de formation ont été organisées pour avoir une masse critique d'experts en la matière. Donc, en termes, l'intervention de la microfinance au Sénégal va se renforcer parce que le dispositif va grandir. On a parlé de ce qui existe déjà, la BIS, les branches que nous avons dans certaines banques, les institutions de microfinance islamique, et plus tard, véritablement, en fonction du travail que nous mettons en place pour améliorer le secteur, pour rendre le secteur un peu plus attractif, la microfinance islamique, puisque nous avons une population qui a de l'appétit pour la microfinance islamique. Donc nous avons la possibilité véritablement de promouvoir et d'atteindre dans les prochaines années. En tout cas, c'est notre option, et moi je compte davantage y travailler, qu'on puisse atteindre des niveaux beaucoup plus élevés que là où nous en sommes présentement. Toujours l'honorable Badara Diouf parlait des méthodes de recouvrement dégrandantes au niveau de la microfinance.
Ça, beaucoup d'autres députés l'ont relevé. C'est des situations qui existent, c'est des cas que nous rencontrons souvent, qui sont remontés. Ce n'est pas normal et ce n'est pas en phase avec les textes qui gouvernent le secteur. Et à chaque fois que nous avons été informés de ces cas, de manière ferme, toutes les dispositions nécessaires ont été prises pour remédier à ces méthodes dégradantes, véritablement, de recouvrement. Microfinance, oui. Accompagnement des populations, oui. Si les gens ont des difficultés, oui, ça peut se comprendre. Il faut les accompagner. Il faut trouver les bonnes expressions, les bonnes formules pour arriver à recouvrer véritablement les montants qui sont dus à ces institutions. Il faut aussi que nous intégrions véritablement dans notre ADN, je pense que l'honorable député Aïb Daffé l'a dit, que Atte Borfaï. Donc nous sommes très fermes sur ça, mais nous veillerons aussi à ce que la condition humaine ne soit pas dégradée parce que un client doit de l'argent à une institution financière. Diogomaye Diaw a posé la problématique des taux d'intérêt élevés et qui nécessitent une éducation financière renforcée des femmes. C'est vrai. Nous avons aussi constaté cela, surtout dans les institutions de microfinance. C'est vrai que le taux usuraire dans ce secteur, il est de 24%. Mais ce n'est pas pour une raison, pour que les institutions, quand même, travaillent à être dans le voisinage de ce taux usuraire. Ce qu'il faut faire, c'est, je pense qu'il y a un honorable député qui l'a dit, c'est réfléchir sur comment aussi amoindrir le coût d'accès au crédit pour les institutions financières. Et le ministère des Finances est en train d'y travailler dans le cadre de la commission du Conseil des ministres, mais aussi en relation avec la BCEAO, pour voir les meilleures formules qui permettront à ces institutions de microfinance de pouvoir accéder au guichet de refinancement de la Banque centrale. Mais en attendant, il y a des dispositifs qui existent qui, par les méthodes de garantie et de bonification, devraient aider et améliorer progressivement à avoir des taux de crédit qui soient beaucoup plus apaisants, beaucoup moins élevés pour les pensionnaires, pour les clients de ces institutions. Nous y travaillons et l'idée pour nous, c'est davantage d'accompagner le FONGIP, c'est d'accompagner FONAMIF, qui sont véritablement sur ces créneaux-là, en les encadrant et en les dotant de moyens qui leur permettent de multiplier leurs interventions vis-à-vis des populations, en tout cas clientèle, qui demandent un peu l'accompagnement de ces services-là. Dans les solutions, Diogomaye a parlé effectivement d'une éducation financière. Ça, c'est fondamental sur toutes les questions financières. Toutes les préoccupations qui ont été posées ici doivent faire l'objet d'une éducation à ces questions financières. Et nous sommes en train d'y travailler avec la Direction générale du secteur financier, mais aussi avec l'Observatoire de la qualité des services financiers. Et le programme est évalué aujourd'hui à 12 milliards. Et le mode de financement a été bien paramétré. L'État doit venir pour 40%, le secteur privé pour 20%. Les partenaires techniques financiers se sont aussi manifestés pour nous accompagner à hauteur de 40%. Et globalement, nous atteindrons cet objectif véritablement d'organiser, mais sur toute l'étendue du territoire et par rapport à toutes les couches de la population, ces modules de formation véritablement et aux questions financières. Honorable Fatou Ngom a posé la question de savoir comment améliorer le financement du monde rural. Il y a, de ce point de vue-là, plusieurs pistes qui peuvent être explorées par l'État et la Banque centrale, et nous y travaillons. C'est l'intervention à travers des entités dédiées, je l'ai dit tout à l'heure, comme FONGIP, mais aussi comme l'ADER. L'ADER qui doit jouer son rôle, véritablement, qui est en train de faire un bon travail, mais avec l'accompagnement, avec les perspectives de collaboration avec les institutions de financement aussi, parce que ça, c'est aussi important. C'est un dispositif qui existe, mais nous estimons que nous pouvons aller en le renforçant, à permettre à l'ADER, mais véritablement d'utiliser le couloir de transmission, d'utiliser ces institutions financières comme des véhicules financiers, uniquement comme des véhicules financiers. L'idée, ce n'est pas de donner la main à ces institutions, mais c'est l'ADER qui fait tout le travail en relation avec les acteurs qui viennent vers elles. Et après, pour le financement, utiliser un instrument financier. Et ça permet à ces instruments aussi d'approfondir véritablement leur perspective, véritablement de toucher à l'économie en termes de soutien. Donc, de ce point de vue-là, le travail nécessaire sera fait pour accompagner davantage l'ADER à doter le moyen
pour lui permettre véritablement de jouer le rôle qui est attendu et qu'il est en train véritablement de bien faire. Le député Mohamed Sall parlait de la finance islamique à travers le promis, je pense que j'y suis revenu. Il y a quand même quelques soucis avec le promis. Tout ce que nous avons rencontré, l'honorable député en parlait et il a raison. Maintenant, l'exercice de la microfinance aussi, véritablement, va avec quelques contraintes, puisque au démarrage, les gens ne s'étaient pas très bien familiarisés avec le dispositif, qui requiert une autorisation préalable donnée par l'autorité de tutelle, le ministère des Finances et du Budget. Maintenant, pour la mise en œuvre de la ligne de refinancement, et c'est à ce niveau-là que nous sommes attendus, il y a aujourd'hui des conventions qui sont en train d'être signées avec la Banque islamique de développement et l'État du Sénégal, avec 8 autres institutions de microfinance. Et cela permettra effectivement de dépasser très rapidement ce statu quo pour que les fonds qui sont mis à la disposition du programme, du projet, puissent être en tout cas alloués aux populations qui en ont besoin afin que l'activité économique dont ils sont véritablement les dépositaires puisse être promue et jouer leur rôle pour permettre à ces populations d'avoir des revenus, à se redistribuer, à gérer leur famille. Et nous sommes en train d'y arriver. Il y avait effectivement ces contraintes-là, mais ils sont en train d'être levés, en relation même avec le ministère chargé aussi de la microfinance. Il y a le député El Hadj Gueye qui parlait de la question de remboursement des crédits au niveau rural. Donc, ce que nous pouvons dire à ce niveau-là, c'est d'inviter toutes les personnes qui connaissent des difficultés pour honorer véritablement leur engagement vis-à-vis de ces institutions, de se rapprocher de nos services à travers l'Observatoire de la qualité des services financiers, qui pourront les aider à avoir les meilleures options pour discuter avec les acteurs concernés, avec les institutions mutualistes, et voir comment véritablement prendre en charge ces préoccupations-là. Mais encore une fois, c'est juste un accompagnement, mais nous sommes d'avis que pour la pérennisation de ces efforts-là, il faudrait aussi que les clients, qu'ils apprennent à comprendre que quand on contracte un engagement, un prêt auprès d'une institution, il faut s'engager résolument à payer. Parce que c'est ce remboursement-là qui va permettre à ce prêt de se reconstituer, qui vont permettre au crédit de se reconstituer et de pouvoir faire d'autres octrois à d'autres personnes qui en ont besoin. Ndeye Marie Sané pose la question de l'inquiétude des producteurs liée aux difficultés de commercialisation des graines d'arachide. La commercialisation des graines d'arachide se passe bien. Elle se passe très bien. Nous avons mis en place un dispositif avec la LBA, avec la BNDE, qui marche très bien, qui de manière classique nous assure la commercialisation. Parce qu'au-delà, il y a une ligne que nous avons mise en place avec un partenaire, la BIDC, une filiale de la BIDC, ITFC. Et c'est cette ligne-là qui sert en quelque sorte de garantie. Et ces institutions prennent les ressources pour pouvoir aider la Sonacos à acheter les graines. Cette année, il y a eu quelques difficultés avec ITFC par rapport à l'audit de la situation des finances publiques. Mais aussitôt, nous avons mis en place pour avoir un crédit de substitution avec la BADEA. Aujourd'hui, toutes les validations ont été faites. Et dans la foulée, en attendant le décaissement, nous avons mis en place un pool bancaire qui est en train de faire un peu le travail relais en attendant le décaissement. C'est Banque islamique qui a décaissé récemment pour 6 milliards. C'est la CBAO, c'est Ecobank. C'est la LBA elle-même qui est venue tout récemment pour 3 milliards et ainsi de suite. Donc la campagne se passe bien. Et toutes les dispositions sont prises pour qu'il n'y ait pas de rupture dans cet exercice-là. Et Inch'Allah, il n'y aura pas de rupture. Cette année, nous sommes à 38 milliards de volume financier en cours à date, au moment où je vous parle, contre 5 milliards 800 l'année dernière, à la même période. Donc 7 fois plus que ce que nous avons fait l'année dernière. On était l'année dernière à 16 000 tonnes d'arachide collectées. Cette année, nous en sommes à 121 000 tonnes d'arachide. Donc la campagne se passe très bien quand même. Et il faut apprécier ces efforts qui sont faits. Nous pouvons faire mieux et nous devons travailler à faire mieux. Et c'est ça notre responsabilité et nous y sommes tous les jours. Pour les autres questions, il y en a beaucoup. Elles sont là, nous allons, comme je l'ai dit tout à l'heure, faire quand même la synthèse et partager avec les honorables députés et que ça puisse leur servir véritablement
comme élément qu'ils pourraient consulter à tout moment pour avoir des informations à transmettre à vos mandats. Pour les autres questions d'ordre général, pour l'essentiel, moi je suis en phase avec la plupart des préoccupations qui ont été posées. L'honorable député Thierno Alassane Sall a parlé du travail de contrôle budgétaire dévolu à l'Assemblée nationale. Et je suis de son avis. Et avec le président de la commission contrôle, nous avons décidé de renforcer la collaboration, de renforcer les séminaires de formation, de partage et de renforcer les cadres d'échange sur la gestion de nos finances publiques. Parce que nous sommes là pour ça. Et comme je le disais, c'est vous qui devez nous amener à nous recréer, à nous réinventer sur toutes ces questions-là. Par rapport à toutes les autres préoccupations, nous sommes en train de faire le travail. Moi, je peux vous assurer que nous sommes même en avance sur beaucoup de choses. Nous savons qu'il y a des choses à faire sur les recettes. La dernière fois, je vous parlais de toutes les réformes que nous entendons mener sur la réforme du Code général des impôts, sur la réforme du Code général des douanes, sur les initiatives de facturation électronique, sur la réforme du Code des investissements, la revue des dépenses fiscales de manière générale pour débusquer toutes les niches d'exonération que nous pouvons traduire, mais aussi sur les dépenses, tout ce que nous devons faire en termes de rationalisation de la dépense. L'exercice est en cours. Nous avons fait déjà beaucoup de choses dans le cadre de la loi de finances initiale pour l'année 2025. Le travail n'est pas encore bouclé. D'ici la fin du mois de février, tous les ministères sectoriels sont appelés à mettre à jour les lettres de politique sectorielle, à aligner véritablement leur programme budgétaire à ces nouvelles déclinaisons de la vision Sénégal 2050, parce que la vision Sénégal 2050 est une vision globale. Vous pouvez terminer. Pas de souci. La vision Sénégal 2050 est une vision globale. Et la vision globale doit faire l'objet d'une déclinaison sectorielle. Donc chaque secteur, à travers la lettre de politique sectorielle du département, devrait arriver à aligner donc les préoccupations de son secteur à cette nouvelle vision. Et par ricochet, se doter d'une nouvelle liste de programmes budgétaires. Chaque programme budgétaire devra identifier les actions pertinentes et les activités pour permettre d'atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés dans le cadre de ces projets annuels de performance, décliner ces différentes activités dans un document que nous appelons document de programmation pluriannuelle des dépenses pour nous permettre véritablement d'avoir tout ce qu'il faut, mais toute la documentation budgétaire nécessaire afin de faire le travail qui est attendu. Ça, c'est clair, nous sommes en train de le faire. Mais aussi, nous sommes en train de travailler sur la maîtrise de notre endettement. Vous avez parlé de 2800 milliards aujourd'hui, véritablement, rien que sur le service de la dette, donc l'amortissement et le principal. Oui, ce qu'il faut juste rappeler, c'est que sur ce montant, il y a environ 3 milliards 100 et quelques millions, 3 100 milliards que nous devons aller rechercher sur le marché. Et sur ces 3 100 milliards, considérez que les 2 900 milliards, c'est les amortissements de la dette antérieure. Donc, ce n'est pas des questions, mais c'est ça la visibilité qu'il faut avoir de la situation. Maintenant, nous en sommes conscients. C'est pourquoi je vous parlais aussi de gestion active de la dette. La dernière fois, on en a beaucoup parlé et nous devons travailler davantage à vous amener à maîtriser tout cela. Le ministère des Finances est en train de travailler sur toutes ces réformes-là. Ce que nous voulons, c'est avec les partenaires techniques et financiers, changer complètement de paradigme. Même avec le Fonds monétaire, le travail que nous faisons, ce n'est pas le Fonds qui le dicte, c'est nous qui, compte tenu de notre situation, compte tenu de notre réalité, savons que voilà ce qu'il faut faire et prenons les engagements à le faire et préparons même les documents qui devront faire l'objet de discussions dans le cadre de ces relations avec les partenaires.